Voilà, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. C'est un direct improvisé, mais que j'attendais depuis longtemps que j'entame aujourd'hui une nouvelle série où on va faire découvrir à des studios des artistes et j'entame cela avec Nathalie Clausson. Bonjour. Bonjour. Artiste céramiste, on va commencer avec ses créations. On va regarder une de tes créations déjà, ce que tu fais déjà. Peut-être tu veux présenter laquelle en tout premier? Une des dernières. Une des dernières, voilà. Ça, c'est une de tes créations, voilà. Une de tes nombreuses. Tu en as amené que 4 aujourd'hui, mais on va en avoir plein. Alors, tu es artiste céramiste, on est d'accord. Et qu'est-ce que c'est quelle différence y a-t-il entre, par exemple, une artiste céramiste et un potier dans l'imaginaire des gens? Éthiquement, à la base, étymologiquement parlant, potier... On va se rapprocher pour que les gens puissent te voir, voilà. Oui, donc potier. Le potier, c'est celui qui fait des pots. Oui, d'accord, ok. Et la plupart des personnes qui vont voir un potier s'attendent à voir des pièces tournées, à voir peut-être plus de l'utilitaire, voilà, des tasses, des bols, des pichets. La céramique, c'est tout ce qui relève de la terre cuite, donc ça comprend aussi les briques, ça comprend les tuiles, et moi en l'occurrence tout ce qui est sculpture ou modelage. D'accord. Alors moi j'avais discuté une fois avec un sculpteur qui m'avait, j'avais dit mais la sculpture quoi, sur bois, sur pierre, etc. Il m'avait dit à un moment donné, oh, la matière on s'en fout un petit peu. Est-ce qu'il y a plusieurs types de matière en tant qu'artiste céramiste pour toi? Mais il y a différentes terres, donc à chaque terre je vais avoir une idée différente. Une idée différente et ça se malaxe pas de la même manière, ça se travaille pas de la même façon. Le travail est sensiblement pareil, la technique est la même. Après c'est au niveau de la sensibilité, au niveau du toucher. Elles ont des couleurs différentes, elles ont des grains différents, elles ont des températures de cuisson différentes. Donc elles ont des possibilités différentes. D'accord. Et je peux moi partir en me disant, bah tiens, aujourd'hui je vais faire sculpture de femme et j'en sors avec un chat. Ah. Ouais, c'est vraiment selon l'inspiration. Alors là, on rentre dans un domaine qui est un peu particulier, qui est propre au des studios. C'est peut-être le processus de création. Comment te viennent ces idées? Tu vois, aujourd'hui, tu as présenté, donc je me permets de la positionner, cette magnifique sculpture de femme. Et en fait, comment t'es venue cette idée et pourquoi ces idées te viennent? Elles te viennent quoi? Pendant le sommeil, la nuit, la journée, à n'importe quel moment, en discutant avec un ami? Qu'est-ce qui se passe? En fait, ça se réfléchit pas la création. Ça se réfléchit pas. Il y a un moment donné, on sort, on bouge, on voit des gens, on va se promener, on écoute de la musique, on lit des livres, enfin on vit quoi. Et il y a quelque chose qui se passe et puis à un moment donné, bah c'est dans les doigts et quand c'est dans les doigts, c'est dans la terre. C'est bon. Donc c'est vraiment, on prend, là tu es vraiment en connexion avec la Terre, c'est le cas de le dire avec Gaïa, hein, notre mère Terre, puis on retourne à la poussière et finalement c'est donner vie peut-être à toute une lignée de l'humanité en récupérant peut-être l'histoire comme ça de la Terre en lui donnant de la vie. Cette sculpture par exemple, est-ce que tu es parti sur une structure de base par exemple de fil de fer pour faire tenir? Non, directement. Non, moi je travaille la Terre, je la modèle dans la masse, c'est plus sensuel. C'est plus sensuel directement. À la base, à main levée en fait, tu travailles du coup. Ouais. Alors celle-ci, il y a une copine qui est venue poser pour moi. J'ai fait une petite série. Elles sont 3. Et c'est une copine avec qui je fais de la danse. Et moi, j'adore ses formes. Je la trouve hyper féminine. Et puis, elle a bien voulu poser pour moi. Et ça a été une super expérience parce que entre moi, mes idées, les sensations que je peux avoir, et puis elle, comment elle bouge, comment elle positionne son corps, il s'est passé un truc très sympa. Mais j'ai pas toujours un modèle, c'était la première fois là avec le modèle. Voilà, et quand tu n'as pas de modèle, c'est quoi? C'est ton imagination sur photo? Ah non. Bah, vas-y, je t'en prie, présente-la. Rarement sur photo, parce que je travaille pas d'après photo, c'est sort ce qui est dans ma tête. Donc celle-ci, c'était toute une lignée que j'ai faite avec des animaux. Oui. Donc bien souvent, je travaille sur le thème de la femme. Oui. Et celle-ci, je sais pas si on voit bien là. On voit l'enfant. Ouais, il y a un enfant sur l'épaule, un enfant qui dort dans le bras, et elle a un masque de louve. On voit, je sais pas, là. C'est peut-être la mère de Mowgli, hein? Quelque part, hein? L'enfant sauvage. Mais la louve, c'est peut-être plus Romulus et Rémus, mais en l'occurrence, c'est pas ça. Celui qui m'a servi de modèle, en fait, c'est mon fils, qui est là sur l'épaule. D'accord. Et l'idée, c'était la louve en tant que mère protectrice, plus qu'autre chose. Mère protective, c'est vrai. Donc c'est autant, enfin l'inspiration, voilà, ce qu'on disait, c'est autant quelqu'un qui a des formes qui vont me plaire que moi, ce que je ressens à ce moment-là, c'était peu de temps après la naissance de mon fils.
Et il se passait quelque chose, quoi. Alors c'est marrant que tu dis ça, parce que pour ceux qui me connaissent dans l'intimité, ils savent que je dis souvent que les mères sont louves, sont très protectrices avec leurs enfants. Bon, c'est connu, mais moi je l'utilise particulièrement. Il y en a qui vont dire elles sont plus ours, parce qu'elles sont, voilà, elles coucounent, etc. Mais moi je les considère plutôt louves, très protectrices. Je suis d'accord. Tu te considères comme une louve aussi ? Ouais. Sauvage. Voilà. Attends, je t'en prie, parce que sinon les personnes ne vont pas te voir. Voilà, ici. Donc, Nathalie Cosson, tu t'es lancée dans la création de sculptures depuis combien de temps, en fait ? Depuis combien de temps tu exerces aujourd'hui ? Professionnellement depuis 2002, mais en vrai, de la terre, j'en ai dans les mains depuis que j'ai 7 ans. Ah, ça a toujours été donc une passion depuis... Il y a des enfants qui se posent la question, toi tu t'es pas posé la question de ce que tu allais faire plus tard. En fait, si. Ah, parce pourquoi ? que les métiers artistiques déjà sont rarement considérés comme des vrais métiers. Et oui, tu sculptes bien, mais qu'est-ce que tu veux faire comme métier plus tard ? C'est ça qu'on te disait, par exemple ? On m'a plutôt encouragé à faire une filière classique, université, enfin... Assurer quelque chose. Le truc habituel, voilà. Sauf que moi, l'université, c'était pas ça, quoi. Et puis, à force d'y réfléchir et de tester d'autres choses, c'est revenu sur la terre. Voilà. Forcément. Bon, là, on peut parler d'ancrage, tu es bien ancré sur la terre, c'est le cas de le dire. On peut voir aussi, c'est pas un vrai, c'est un faux chat, on va le voir peut-être. Donc là, on voit du dessus, voilà, on voit différentes sculptures. Et là, on voit ce chat, ce félin magnifique, qui est tourné ici, qui est en train de... presque, je dirais, il a un côté vivant, où on s'attendrait presque à ce qu'il ronronne. Mais en fait, c'est mon chat qui a servi de modèle. Ah, en plus. Alors donc là, il a posé, là. C'est réellement la position qu'elle avait sur son coussin quand elle faisait sa sieste. Et donc, c'est le fameux chat que j'ai fait un jour où j'étais partie pour sculpter une femme. Mais j'avais choisi cette terre, et puis finalement... L'inspiration du jour a décidé à ma place. C'est pas le mental qui guide les doigts. C'est pas le mental qui guide les doigts. Non. D'accord. Donc maintenant, on parle de céramique, et puis on se dit, on pense souvent, on peut montrer ta dernière création sur le thème du bois aussi. Alors ça, c'est pas spécialement là. Où est-ce qu'elle est la caméra ? Devant, voilà. Ici. Là. Voilà. C'est une assiette à fromage. Ça, c'est parce que je travaille avec, occasionnellement bien sûr, avec le chef Olivier Samin du Carré d'Alétus. Donc, qui se situe ? C'est un restaurant étoilé qui est à Charmes-sur-Rhône, en Ardèche. D'accord. Et qui est un artiste, pas avec les mêmes matières que moi, mais qui est un artiste culinaire. Voilà. Et qui a eu la bonne idée de me faire confiance. Et un jour de me dire, je voudrais des assiettes esprit bois. Il m'a juste donné les dimensions et... Et de là, tu t'es laissé aller à créer. Donc, parce que là, c'est vrai, on peut remontrer si tu permets. Tu viseras peut-être mieux la caméra. Pour de la céramique, voilà, mis à part en fait l'éclairage qui trahit en fait la brillance, et on comprend pourquoi, pour imperméabiliser en fait l'assiette, mais on croirait du bois. Il y a vraiment une texture quand on passe le doigt dessus, on dirait de l'écorce presque. Voilà, on a bien cet effet de relief, et il y a bien le dessus de l'arbre, en fait, l'écorce de l'arbre. On l'a vraiment entre les mains. Donc sur le thème du bois, tu t'es laissé inspiré pour créer cette assiette. Il peut dire donc ce sont des assiettes uniques. Là c'est un exemplaire, mais tu en as fait plusieurs, je suppose. Toute une série pour lui, série. Et aucune n'est pareille en fait. Là c'est un exemplaire. La couleur est sensiblement différente. Les formes restent dans un certain gabarit pour rentrer. C'est des contraintes. Le plateau à fromage a une certaine taille, tout ça. Ouais. Mais après, moi je les retravaille. J'ai juste un gabarit en papier qui me donne la dimension, enfin la longueur et la largeur maximale. Et puis après je les retravaille moi. C'est la première fois que tu essaies d'imiter le bois via la céramique ? Ouais, cette fois-ci, ouais. Alors c'était une expérience, ça t'a pas fait peur de dire je vais y arriver, t'as douté à un moment donné ? Sur celle-là, non, parce qu'il m'a parlé et tout de suite ça avait fusé dans ma tête, j'avais déjà l'idée. Sur certaines autres, c'est plus compliqué, mais celle-là c'était la plus facile et c'est celle qui a le mieux marché, puisqu'après j'ai eu des retours de personnes du restaurant qui viennent à l'atelier pour avoir les mêmes. Enfin, c'est bien. Je ne m'y attendais pas et c'est ils aiment ça, ils mangent le fromage en fin de repas et se disent tiens, vous l'avez vu où ? Donc le restaurateur parle de toi. Ouais. Et les personnes viennent te commander j'aimerais une assiette de ce type-là. Ah bah c'est bien. Voilà. Est-ce qu'il y a des créations, des commandes qui t'ont posé, qui t'ont donné du fil à retordre quelquefois ? Est-ce que tu t'es inquiété sur le plan technique ou artistique et ça t'a donné en fait des cheveux blancs à se dire comment je vais faire ça ? Il y a deux styles de commandes qui peuvent me poser problème. Soit la commande qui n'est pas du tout dans ce que moi je fais habituellement. Donc des personnes qui vont me commander des pièces
Sans se dire que c'est un travail artistique, donc que l'âme de la personne qui va le faire, elle va aussi être impliquée. Et quand c'est pas dans... Quand ça me correspond pas, c'est vraiment plus compliqué à faire. Après, peut-être qu'il aurait fallu trouver un autre potier, mais comme j'aime bien les défis, je tente quand même. Après, les défis techniques, ça m'est arrivé avec le restaurant, parce que la contrainte de faire des séries relativement identiques, quand on n'est pas du tout équipé pour faire de la série, et quand on n'a pas... Et à chaque fois, c'est à la main et différemment pour chaque pièce est unique, ça. Alors c'est compliqué là, ouais. Donc il faut arriver à trouver, à garder la ressemblance, et puis des fois refaire quelques temps après de nouveau une même série pour compléter. Ouais, ben, il peut y avoir de la casse, hein, surtout dans un restaurant, ça peut arriver. C'est bien, il fait marcher le commerce. Donc tu es basé à quel endroit précisément ? Saint-Georges-les-Bains. Saint-Georges-les-Bains. On va regarder ton site rapidement. Alors, Nathalie Clausson, hein, on voit ici, pour ceux qui ne savent pas, bien, voilà, nathalie-clausson.fr, c'est écrit, hein, on le voit juste entre les deux images. Bon, je vais le retirer, on va regarder la céramique, si on clique ici, et puis on va voir ici une galerie où on va retrouver en fait les pièces uniques par exemple. Là, si on clique ici, donc c'est un très beau site, très bien illustré, qui en fait rend hommage et honneur à ton travail. On voit quand même. Est-ce que c'est la même personne qui a posé là et là, hein? Alors, on retrouve. Hein. C'est le même corps. Après, c'était convenu que les visages seraient différents parce que le but c'était pas de l'identifier elle. Ce qui m'intéressait, c'était ce qu'elle représente. Oui, c'est vrai. Ici, alors ça c'est beaucoup plus ancien, ça c'est assez gros, c'est des gros pots de fleurs du coup qui vont en extérieur. D'accord. Voilà. Alors ça c'est encore plus ancien ça. Alors là la feuille c'est quand même un travail bien ciselé, hein, c'est particulier. Là j'ai utilisé une vraie feuille. Une vraie feuille pour servir de modèle. Alors ça c'est toujours le même. Ouais, il y avait une série de 4 chats. C'est toujours le mien, ouais. D'accord. Ah bah oui, et là dans une position vraiment. Ah là, il pose vraiment pour toi. Hein. Ah, et là, il se repose. Ouais, autant il pose, il se repose. Bon, donc, on peut découvrir ici, sur nathalie-clausson.fr, les pièces de décoration aussi, par exemple. On voit ici, des fois, je me suis un peu amusée. Je me suis fait toute une petite série sur le thème de petits lutins de Noël. Petit lutin de Noël, avant. Ici, ouais. Là. Alors, ils y sont pas tous, mais il y avait celle avec les cookies, celle avec la théière, ceux avec les cadeaux. Donc, c'est des petites boîtes. Voilà. Ici. Donc là, c'est des dessins que j'avais fait à l'époque où j'étais enceinte. Je travaillais un peu moins dans l'atelier et j'ai plus fait du dessin, du coup. C'était un peu moins physique. Et j'ai fait toute une série de nus, des femmes, hein, comme d'habitude. À premier regard comme ça, si on ne sait pas que c'est de la céramique, on a l'impression que c'est presque de la gravure sur cuivre, presque. Hein, ce que j'ai mis dessus, c'est une saturation d'oxyde métallique pour avoir un effet justement un peu bronze, tout ça, ouais, métallique. Voilà. On voit, on retourne à la galerie, on peut découvrir encore les réalisations de mes rêves. Je découvre vraiment. Il faut y aller parce que. Alors, qu'est-ce que c'est ? Il faut que je complète un peu. Alors là, c'est des boîtes en raku qui ont été faites par une de mes élèves. Des boîtes en raku ? Qu'est-ce que c'est ça ? Alors c'est de la terre toujours. Oui. C'est une technique japonaise qui consiste à sortir les pièces incandescentes au moment de la cuisson d'émail. Donc c'est une cuisson qui est beaucoup plus rapide que habituellement. Et donc moi je sors à 980 les pièces du four. Et donc elle sort, elle est rouge, elle est incandescente. On la sort avec un matériel adapté pour pas se brûler. On la met dans un enfumage, ce qui fait qu'on voit qu'il y a des zones qui sont émaillées, colorées. Oui, on voit. L'émail a craquelé parce qu'il y a eu un choc thermique. Et tout ce qui est noir, c'est les parties qui n'étaient pas émaillées. Et on voit aussi que les craquelures sont noires, c'est parce qu'après, quand la pièce elle est incandescente, on la met dans un enfumage. Donc moi j'utilise des vieilles lessiveuses avec de la sciure, et au contact de la pièce incandescente, ça s'enflamme, on étouffe avec le couvercle, et là ça fume, et ça crée un phénomène chimique d'oxydoréduction. D'accord. Ouais, c'est vraiment... Alors, est-ce que tu as fait une école de beaux-arts pour ça ? Est-ce que tu as appris ou c'est juste par la force, à force d'expérimenter, tu as appris toute seule en tant qu'autodidacte ? Je suis plutôt autodidacte. Après, j'ai eu des cours de poterie, hein, notamment chez les Culisses à Livron. J'ai fait toute la famille, depuis petite à ma formation. Après, le père, la mère, la fille, la totale. Et c'était une super école. De terre et d'humanité. Et après, je dirais que ce qui m'a beaucoup aidée, c'est quand j'ai donné des cours. Parce que ça m'oblige à aller dans des endroits où je ne serais pas allée expérimenter. Et donc de m'adapter en permanence à des idées nouvelles.
Apprendre aussi à les expliquer à mes élèves, à trouver les gestes qui leur sont adaptés, et chacun a besoin de gestes différents pour certaines pièces. Oui, c'est pas ta méthode à toi et ta façon de faire, il y a plusieurs manières d'arriver au même résultat. En fait, la technique, elle est relativement simple, et là où il y a des différences, c'est la façon de la mettre en œuvre, parce qu'on est tous différents, on travaille différemment, on a un toucher qui est différent, une sensibilité qui est différente. Et les idées de chacun, moi ça m'a beaucoup enrichi. Donc on pourrait dire que lorsque tu donnes des cours, tu enseignes aux personnes, tu transmets, il y a cette volonté de transmission, ouais, c'est important. mais eux t'apprennent aussi parce que tu as été surprise des fois par certains élèves, les créations qui ont pu avoir, l'originalité. Mais moi je trouve que j'ai énormément progressé, et même techniquement, depuis que j'enseigne. Enfin, c'est assez paradoxal même, hein. Finalement, ouais, c'est moi qui donne le cours, je leur apprends les techniques, mais elles me le rendent, je dis elles parce que c'est essentiellement des femmes. Il y a quand même quelques hommes, mais c'est une majorité de femmes. Et il y a un énorme retour, c'est incroyable. Alors moi, quand j'étais petit, j'avais à un moment donné essayé la poterie, il y avait un atelier, et c'est vrai, j'ai remarqué comme toi une majorité féminine. Est-ce que tu penses qu'il y a une raison à ça ? Est-ce que... J'en ai aucune idée, parce que pourtant, si on va sur les marchés de potiers, les sculpteurs aussi sont quand même beaucoup des hommes. Je sais pas pourquoi dans les cours, bon, on a bien souvent une fausse image, de toute façon, on s'imagine que c'est un truc de mamie. Alors, c'est pas ça. Alors tout à l'heure, on regardait ton site et tu nous as montré en fait les sculptures techniques japonaises craquelées, on a vu tout à l'heure. Ouais. On voit quelque chose de très lisse. Or, la céramique, on se dit, on a une idée très lisse finalement, des sculptures un peu comme les vases qu'on voit, qui sont très très lisses. On voit donc dans tes sculptures, donc on reprend encore cette dernière création, elle paraît rugueuse. Alors un céramiste, ce n'est pas forcément quelque chose de très très lisse, type porcelaine, quoi. C'est pas forcément ça. Tu peux donner ce rendu, mais pas automatiquement. En fait, il y a quantité de terre en fonction des usages qu'on veut en faire et des rendus, des couleurs. Moi, j'aime vraiment la terre qui est chamottée. Tout le grain qu'on voit, c'est ce qu'on appelle de la chamottée. Donc, c'est bien souvent de la terre cuite broyée qui est concassée. Après, c'est mélangé certaines doses avec la terre. Et ça amène certaines propriétés, notamment la tenue, mais ça amène aussi des sensations sous les doigts. D'accord. Et moi, je préfère beaucoup celle-ci. Je trouve qu'il y a plus de... Enfin, il y a du caractère. Alors, je vois qu'il y a vraiment un travail d'ombre et de lumière, de par la forme et la manière de recevoir la lumière de la sculpture, mais il y a aussi des teintes plus ou moins foncées, couleur chair ici, donc tu parlais de chamoisé, de cette couleur qui respecte vraiment. Est-ce que c'est un enduit que tu poses supplémentaire ? C'est naturel. Elle-même. C'est elle-même qui est teintée comme ça. Moi, j'aime vraiment la terre. Mais la couleur naturelle de la terre, si je choisis une terre, c'est pas pour la transformer en entier. D'accord. Donc par exemple, le chat qu'on a vu tout à l'heure, dont le modèle était ton vrai chat, non pas celui-ci mais l'autre, sur le site, à un moment donné, il y avait les yeux verts. Donc il n'y a que ça que tu t'es permis de peindre, entre guillemets. Oui, parce que le regard, c'était... J'en mets des fois de la couleur, mais... Quand je veux travailler, par exemple, sur celle-là que tu viens de montrer, c'est un nu, ce que je veux mettre en valeur, c'est la forme, c'est les rondeurs, c'est... une représentation qui va être assez universelle quelque part, et de commencer à rajouter des points de détail en couleur ou des choses comme ça correspondait pas à l'esprit du travail que je voulais faire. D'accord. Le regard sur le chat, enfin les yeux perçants du chat, c'est quand même important. Oui, c'est particulier, oui. Voilà. Et puis le regard est souvent le reflet de l'âme. Donc il faut y mettre un accent et un soin particulier. Je comprends cela. Est-ce qu'il y a des réalisations que tu souhaiterais aujourd'hui, que tu rêves de faire, que tu ne t'es pas lancé, et si oui, pourquoi tu ne l'as pas encore fait ? C'est parce que tu as peur, parce que tu veux réussir, tu veux avoir une certaine maturité artistique pour dire je suis prête à me lancer dans cette œuvre-là ou pas ? Il y a des choses que j'ai envie de faire. Ouais. J'ai pas toujours le temps, peut-être que je m'en donne pas le temps, parce que quand on a un objectif qui est un peu élevé et se dire est-ce que je vais y arriver, bon ça c'est une chose, mais si on y arrive, qu'est-ce qu'on fait après ? Mais ça viendra. Voilà, la peur du vide derrière, c'est ça ? Si j'y arrive, une fois que j'aurai atteint mes objectifs les plus élevés, il y aura forcément autre chose. C'est ça, ça va pas m'inquiéter. Un projet longtemps. en crée un autre. Est-ce que tu as eu un peu le syndrome de l'écrivain de la page blanche ? À un moment donné, tu dis, bon, aujourd'hui, je vais créer. Et quoi ? C'est pas moi qui décide quand je crée, en fait.
D'accord. J'ai suffisamment à faire dans l'atelier pour pas me dire aujourd'hui c'est création, il y a toujours, comme j'ai aussi des cours, de la manutention, charger les fours, émailler les pièces pour les élèves. J'ai toujours des petites bricoles à faire, moi, de ponçage, de choses comme ça. Et si un jour je suis inspirée pour créer, je crée. Mais je cale pas dans mon agenda, aujourd'hui c'est création. Enfin, je suis artiste, je suis pas... Ouais, c'est pas l'usine, hein. On se lève pas en disant aujourd'hui je vais cadrer ça, je vais faire 8 heures de création. Ça marche pas du tout comme ça, ouais. Non, c'est pas l'usine, cela dit, on se lève quand même pour travailler. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a des expositions, justement? Où est-ce que tu exposes? Je suppose que tu exposes. Dans ton atelier, déjà? Moi, je préfère dans mon atelier, et finalement, c'est ça que je fais le plus. Oui, ça c'est normal. Parce que j'en ai testé d'autres, et le relationnel est très différent. Moi, ce que j'aime, de toute façon, c'est partager. C'est pas pour rien que je donne des cours. Ouais. Et quand les gens viennent à l'atelier, ça leur permet de voir ce que c'est qu'un vrai atelier. Et comme j'ai tout sur place, je peux leur faire essayer, je peux leur faire toucher la terre. Ils peuvent voir les fours. C'est pas que ça manque une visite. Il y a dans l'atelier, il y a une âme. Il y a des lumières, il y a une odeur, il y a des matières, il y a plein de choses. Et puis, il y a des vraies personnes. Et c'est ça, parce que finalement, on voit les pièces, on pourrait se contenter de se balader. Non, c'est pas le but. Ouais. Non. Ouais, ça n'a pas de sens. Et la démarche des personnes qui viennent visiter l'atelier est différente de la démarche des personnes qui vont sur un marché de potier. Il y en a qui sont réellement intéressés, qui vont acheter, qui vont aussi s'intéresser au potier, leur poser des questions, échanger. Mais il y en a bien beaucoup qui viennent et qui se promènent, qui sont là parce que c'est une sortie, parce qu'il fait beau et que c'est l'occasion de se balader un peu. Ceux qui font la démarche de pousser la porte de l'atelier, ils sont déjà intéressés. Et du coup, l'échange est beaucoup plus facile. Oui, tu prêches des convertis, là, du coup. Hein, t'as pas besoin de les convaincre de tes créations. D'accord. Alors, justement, tu parlais il y a une odeur, il y a un esprit, il y a une magie, il y a quelque chose qui habite, mais c'est aussi ton âme, c'est toi qui as donné cette ambiance à cet atelier. Donc, vu que tu exerces depuis un certain nombre d'années et que cette vocation s'est éveillée chez toi très jeune, hein, tu parlais tout à l'heure, depuis l'âge de 7 ans, c'est pas rien. Est-ce qu'il y a eu déjà un déménagement d'atelier? J'essaie de comprendre pourquoi. Est-ce que tu as eu changé d'atelier déjà? Au début, parce que j'ai commencé très jeune, j'avais 22 ans quand je me suis installée. Donc au début, j'ai squatté le garage de mes parents. Oui. Donc il y avait le four, il y avait le tour, il y avait l'étagère, tout ça, mais c'était pas un lieu propice pour accueillir des élèves. Après, quand j'ai trouvé ma maison avec mon atelier, là, ça a été différent. Alors, justement... Et dans l'atelier, il se déménage encore. Ah, d'accord. Comme l'atelier est très grand, j'ai testé différentes salles. Après, il y a des contraintes de chauffage, d'éclairage, de stockage. Et maintenant, la formule est bien. Alors, du coup, lorsqu'un artiste comme ça est attaché à son atelier, à ses habitudes, est-ce qu'il y a une sorte d'arrache-cœur, de traumatisme lorsqu'il y a un changement de lieu d'habitat? Est-ce que tu mets du temps à te remettre à la création? Puisqu'il y a, un peu comme tout le monde, en fait, on est un peu déboussolé, on cherche ses marques. Est-ce qu'il y a une sorte t'as besoin de t'approprier les lieux, de consacrer les lieux pour recréer cette ambiance, cette magie que tu avais dans l'ancien atelier? Non, pour toi, c'est automatique. Non, pour moi, la création, c'est pas une question de lieu, c'est juste de moi à moi. De toi à toi. C'est toi qui imposes. Donc, l'hiver, s'il fait froid, c'est dans ma cuisine. Quand il fait nuit, parce que moi, je travaille mieux de nuit. Ah. Quand le téléphone sonne pas, quand il y a plus de contraintes. Quand tu n'es pas dérangé, ouais. Et la nuit, c'est différent. La nuit, c'est différent. L'ambiance est différente. Donc. Et tu sens une différence de création, par exemple, lorsque tu crées la nuit, que tu sculptes la nuit, où les idées qui viennent le soir sont différentes que celles qui viennent en journée, par exemple? Parce que tu dénotes quelque chose de plus solaire ou plus lunaire dans tes créations, peut-être? Non, j'irai pas jusque-là. C'est simplement... Bon, la nuit, l'ambiance est différente, mais c'est aussi parce que c'est silencieux, parce qu'il n'y a pas de contraintes d'école, de repas à préparer, de logistique autour. En fait. Ouais, je suis tranquille, donc de nuit, je vais créer des pièces qui demandent plus de temps. Dans la journée, je vais faire du tour, je vais faire d'autres choses. C'est plus une question de temps disponible que de lieu. Alors, dans tes cours, est-ce qu'il y a pour toi des personnes... moi, par exemple, en tant que formateur, j'ai formé beaucoup de gens, mais dans l'informatique, ça n'a rien à voir. Et c'est vrai que finalement, des infographistes, il y en a très peu qui ont en fait arrivé à un moment donné à se révéler comme étant... En fait, on en forme beaucoup, et il y en a très peu à l'arrivée qui arrivent à
en faire leur profession. Quelle est la proportion pour toi de personnes qui viennent en cours chez toi? Je suppose qu'il y a aussi un côté hobbyiste, un côté loisir, mais est-ce que tu connais aujourd'hui des élèves qui sont partis dans leur propre carrière, dans leur propre branche, comme toi aujourd'hui? Il y en a peu. Il y en a très peu aussi. Il y en a peu, ouais. Il y en a peu. Et ils viennent encore te consulter de temps en temps pour avoir... Quand on est en bon terme, je vois pas pourquoi ça changerait à partir du moment où le statut professionnel change. Donc... Et est-ce que tu en tires, toi, une satisfaction de dire, voilà, ce sont en fait des enfants spirituels d'une certaine façon ou pas? Je vois pas ça comme ça. Ça a toujours été des personnes à part entière. Enfin, je vois pas... ils dépendent pas de moi. Moi, j'ai amené une technique. Après, le côté artistique, c'est leur, c'est pas le mien. D'accord. Je cherche pas à créer des clones de moi ou j'en sais rien. Il y a pas un aspect égotique à avoir. Ta situation familiale aujourd'hui, tu as des enfants? J'ai un fils, oui. Tu as un fils, et est-ce qu'il s'intéresse lui aussi? Est-ce qu'il touche à la poterie? Est-ce qu'il veut sculpter comme toi? Pas plus que ça. Pas plus que ça? Il a aimé patouiller à un moment donné, Ouais. et après, comme tous les enfants, il a pas envie de faire ce que fait sa mère. Ou alors, il a envie d'en faire quand elle a pas le temps, qu'elle est pas disponible, tout ça. Voilà. Histoire d'avoir de l'attention. C'est ça. D'accord. Donc, du coup, cette sculpture qu'on rappelle donc avec la Louve ici, oui. Donc, on rappelle, c'est ton fils donc qui a posé pour. Celui-là, qui est de voilà. profil. Alors, quand on pose, par exemple, pour toi, si quelqu'un pose, comme cette amie qui a posé pour cette sculpture-là, elle a été là, elle est restée, on va dire, dans la posture immobile pour que tu puisses la sculpter. Combien de temps, à peu près, par exemple, pour réaliser cette sculpture? Moi, j'ai préformé déjà, parce que j'avais une idée j'avais 3 positions que je voulais faire avec elle. Donc, j'avais déjà préformé la terre pour qu'elle commence à se raffermir un petit peu et qu'elle ait de la tenue, parce que sinon, comme elle est molle, elle s'avachit. Donc, je ne pourrais pas la travailler. Donc, j'avais préformé ça. Quand elle est venue, on a fait des séances de 3 heures. Mais alors, c'est pas 3 heures où elle est entièrement immobile, parce qu'après... Une fois que j'ai mis en place la silhouette générale, je vais approfondir certaines zones, ce qui fait que pendant que, mettons qu'elle avait son bras comme ça pour l'éventail, le reste du corps pouvait se relâcher. Parce que tu te concentrais sur cette partie-là. Voilà. D'accord. Donc, à peu près, combien d'heures de travail pour cette sculpture-là, précisément? Même si on quantifie. Et ça, c'est super compliqué. Entre le moment où je la pense et le moment où elle est finie, il y a une quantité d'heures que je peux pas vraiment... Ouais, c'est compliqué. Là, c'est... Non, c'est pas possible. D'accord. Pour le chat, on peut avoir une idée aussi, par exemple? Le chat, ça a été fulgurant. C'est-à-dire très rapide? Ouais. Parce que j'avais pas prévu de le faire, mais s'il est sorti, c'est qu'il était déjà dans les doigts, donc il sort tout de suite. Et puis, c'est mon chat, je l'ai tellement câliné que ses formes, je les ai déjà dans les mains. Alors là, ici, on voit 3 sculptures que vous a présentées Nathalie tout à l'heure, qui sont, on va dire... voilà, qui sont déjà, surtout le chat est plus imposant. Quelles sont les tailles maximales de sculpture en termes de... Je sais, je suis un homme, j'ai pas un problème avec la taille, c'est pas ça le souci, c'est pour parler en termes de taille. C'est la taille du four. C'est la taille du four qui te limite alors? Oui et non. Oui et non, pourquoi? Parce que je peux les faire en kit et les assembler après. Ah oui, c'est vrai. Après, j'ai aussi fait des cuissons primitives en extérieur, donc là, je suis pas limitée, c'est de l'ordre du feu de bois, donc je crée... autour de la pièce, la structure qui va brûler. Quelle est la plus grande pièce que tu as créée? Est-ce que la taille d'un être humain, comme moi, par exemple... J'ai fait la plus grande, c'est une sculpture de Moi, il faudrait beaucoup de terre, je pense. Ça passerait... La plus grande que j'ai fait, c'est un modelage de femme que j'ai cuit en cuisson primitive. Donc là, en une seule pièce, elle fait un peu plus d'1m40. Ah, quand même. Oui. Ah, pareil. Et en termes de poids, on peut avoir le... En termes de poids, on ne dit jamais le poids d'une dame, mais... Là, je peux la soulever, donc... Une cinquantaine de kilos, quand même. Non, 10-15. Je peux pas soulever 50 kilos. Non, ça aurait été Nathalie Musclor. Hein. Voilà. Donc, et ces sculptures-là, en réel, qu'est-ce que c'est? On peut dire que ce sont des commandes, en général, que tu fais quand c'est en taille? Non, c'est aussi toi. Les sculptures, c'est que moi. C'est un moyen d'expression aussi. Ça parle de moi, de soit ce qui me fascine à un moment donné, soit de comment je me sens, soit... Alors justement, si on parle quelquefois, on dit, voilà, il y a un peintre, il a eu sa période rouge, sa période bleue, ou sa période poisson, il dessinait que des poissons à travers. Est-ce que toi, tu as eu des périodes comme ça, où tu étais plutôt félin, où tu as mis ou câlin, parce que tu t'es mis à sculpter que des loups, ou que des chats, ou que des personnes? Le seul thème qui revient en permanence, c'est les femmes. Les femmes,
Alors elles reviennent, elles ont différentes... Là, elles sont... J'ai une série comme ça, celle-là avec la louve. J'ai une version phénix, une version tatou, une version... j'ai des animaux parce que les émotions, c'est un peu notre part animale. Donc je les avais représentées avec la terre et figurées, quoi. Après, voilà, ça c'était le mouvement, la féminité qui m'intéressait. J'ai fait toute une autre série façon... un peu les déesses primitives, tout en rondeur et en forme généreuse. Ouais, comme les Sumériens, les sculptures sumériennes, oui. Mais voilà, c'est toujours la femme qui revient. Alors tout à l'heure, tu parlais de cuisson primitive. Est-ce que tu peux nous donner un détail sur qu'est-ce que c'est la cuisson primitive dont tu parlais tant? Justement pour cette femme de 1m40 par exemple. La grosse différence, c'est que c'est pas dans un four construit moderne, je dirais. Il n'y a pas de résistance électrique, il n'y a pas d'approvisionnement. C'est pas un four avec un brûleur à gaz, c'est simplement à l'extérieur, éventuellement avec une fosse pour concentrer un peu la chaleur, protéger du vent, tout ça. Et du bois, quelque chose de très simple. On va encore trouver des cuissons comme ça dans certains pays d'Afrique, on en trouve. C'est les cuissons... la céramique... on retrouve à la préhistoire déjà, donc ils n'avaient pas des fours avec des brûleurs, ils n'avaient pas l'électricité, ils n'avaient pas de sonde pyrométrique qui indiquait la température, ils faisaient ça au jugé, à la couleur de la flamme, la couleur de la pièce. Donc vulgairement, on peut dire qu'une cuisson primitive est faite avec un système D, c'est un four système D. Modulaire. Ouais, système D, mais c'est pas l'esprit. C'est pas l'esprit. On fait pas pour dire qu'on fait du système D, on fait pour dire de se rapprocher au plus près de la nature et de la réalité de la Terre. D'accord. Comme faisaient les premiers céramistes, on va dire, premiers artistes potiers. C'est ça, se rapprocher. Te souviens-tu de ta toute première sculpture? Sérieuse, on va dire. Est-ce qu'il y a une date pas précise? Je pense que si tu as commencé à 7 ans, mais par quoi as-tu commencé d'ailleurs? Par les classiques, faire un petit bol dans la masse, faire un petit bol dans un moule, faire des assiettes à la plaque, faire du colombin. Donc les colombins, c'est les boudins de terre qu'on empile. Et on peut faire toutes les formes qu'on veut. J'ai commencé comme ça, les techniques que même encore maintenant, j'apprends à mes élèves. Je crois que les premières sculptures, elles ont dû commencer quand j'étais ado. Je faisais... 14-15 ans, par là, Ouais. Pré-ado, 12 ans peut-être. Ouais, je me rappelle plus. Voilà, mais tu as commencé assez tôt et ça t'a fasciné. Donc la sculpture anthropomorphique, on va dire, d'ordre de la femme, comme on voit ici, a déjà commencé, cette tendance était déjà là? Ouais, alors je faisais que les bustes. Que les bustes? Voilà, la tête, je m'arrêtais là. Parce qu'en fait, ce qui me fascine, c'est les gens. Les expressions, comment ils bougent, comment ils sont animés. Et si demain, quelqu'un te demande de lui tirer le portrait? Donc c'est vraiment un buste, vraiment un peu comme la Marianne. Ça serait un honneur. Comment tu le prendrais, ça? Un défi. Un défi. Un défi, et puis aussi peut-être préciser que à la base, je suis pas portraitiste. Je suis artiste. Non pas que les portraitistes soient pas des artistes, mais ce qui veut dire que mon objectif, c'est pas forcément de faire une copie conforme. Maintenant... on peut se faire une photo et tirer un portrait avec une imprimante 3D ou j'en sais rien. Voilà. Et là, on a une vraie copie conforme. Non, c'est pas le but, si on passe par une personne qui a un regard d'artiste, on va avoir une version de nous-mêmes au travers du prisme de quelqu'un d'autre. Donc voilà. Alors si tu es plutôt autodidacte, est-ce que tu as pris soin, toi, de feuilleter un peu l'histoire de l'art? Que penses-tu des artistes? Est-ce qu'il y a des artistes ou potiers ou céramistes qui t'ont marqué particulièrement en te disant ça, celui-là, c'est mon Rimbaud, c'est mon Picasso à moi? J'ai pas d'artistes céramistes fétiche. Non, je suis plus attirée par tout ce qui est art primitif. Parce qu'il y avait encore la magie dans l'art qui était présente. Et ça, c'est beaucoup plus fascinant. Chamanique, peut-être. C'était une autre vision de l'art. Et qui laissait quand même c'était à la fois, pour certaines pièces, fonctionnel, mais ça avait un vrai... ça avait un vrai sens. Et très symbolique. Finalement, ce qu'on retient, c'est pas l'ego de l'artiste qui l'a fait, mais ce qu'on retient, c'est la destination de la pièce. C'est, à quoi ça servait, comment on s'en servait, la place qu'elle a pris dans la vie. Plus que l'ego d'un artiste. Alors, puisque tu parles d'artistes et de pièces uniques, je crois que c'est dans le film Intouchable, à un moment donné, cet homme en fauteuil roulant, paraplégique, regarde une œuvre d'art et complètement, vraiment
omnibulé par un tableau qu'il décide d'acheter, à un prix d'or d'ailleurs. Et donc, je crois, Omar Sy, hein, l'acteur, ne comprend pas qu'il joue en fait la personne qui l'accompagne, lui demande pourquoi l'art. Et à un moment donné, il répond, je crois, parce que c'est la seule chose qui reste de l'homme, qu'en fait. L'artiste, enfin, la création subsiste à l'être humain. Qu'est-ce que tu as, toi, comme vision par rapport à l'art? Est-ce que l'art, est-ce que, quelque part, tu parlais de ne pas avoir de part égotique, mais tes œuvres, t'en es quand même consciente, elles vont te survivre, quand même. Ouais. Et ça, est-ce qu'il n'y a pas un sentiment, quand même, de transmission, là aussi? De rester... C'est pas à ça que je pense quand je l'ai fait. Quand je pense... non, en fait, non, je pense pas, en fait. Quand je l'ai fait, juste, je prends plaisir à les faire. Il se passe quelque chose, je m'exprime. Et mon plaisir, il est justement dans la façon de faire. Après, une fois qu'elle est faite, elle a sa propre vie. Mais c'est ça, elle dépend plus de moi. Et si elle plaît, elle plaît. Si elle plaît pas, c'est intéressant aussi pour celui qui la regarde. Alors maintenant, on va parler peut-être, pour clôturer, sur le fait de... Voilà, une création que tu fais, qui est achetée par quelqu'un. Est-ce que c'est adopté. Qui est adopté, voilà. Qui est adopté par quelqu'un. Alors quand quelqu'un adopte une de tes créations, est-ce qu'il n'y a pas un petit pincement au cœur de voir partir un peu ton bébé? Non, parce que j'ai trouvé une solution pour ça. Ah, je les mets pas en vente tout de suite après les avoir faites. Je les garde un petit peu. Voilà. Et puis, quand je passe à autre chose, je peux les... Tu peux t'en défaire plus facilement. Voilà, parce que tu les as engrammés. On va dire quelque part dans ton cœur. Bon, c'est une très bonne chose. Eh bien, écoute, je te souhaite vraiment une très longue carrière artistique et qu'elle se développe, pourquoi pas dans le monde entier. Et c'est déjà le cas, puisqu'avec Internet, on peut te visiter. Alors, j'ai vu qu'à côté, il y a la céramique, et puis ici, on voit l'art-thérapie. Oui, j'ai fait une formation d'art-thérapie. Oui. J'ai décidé de ne pas exercer en tant qu'art-thérapeute. Je l'ai laissé pour le moment sur le site. Il va certainement changer bientôt. Mais je l'ai laissé sur le site parce que ça parle aussi de moi. Parce que pour moi, voilà, c'est pas... L'art, c'est vraiment un moyen d'expression. Et quand je dis l'art, c'est pas parce que c'est beau. Enfin, il n'y a pas des critères de beauté. À partir du moment où ça touche une corde sensible chez quelqu'un, c'est de l'art. Et voilà, l'art-thérapie, c'est dans ce sens-là que j'avais fait cette formation. C'est parce que ça te permet... c'est une porte vers nous-mêmes. Et donc voilà, j'ai laissé pour ça, mais j'ai pas envie. J'avais réfléchi à une reconversion. Et en fait, c'est pas possible, je peux pas lâcher la terre. Je pourrais faire de l'art-thérapie avec la terre, mais c'est pas le but. Mais je peux pas changer, voilà, je peux pas changer qui je suis. Ben écoute, gageons que tu nous fasses le plus de créations possible, qu'on puisse se délecter et pouvoir toucher des yeux tes sculptures, et pourquoi pas aussi avec les mains, pour mettre vraiment les mains dans la terre, dans la glaise, pour sculpter. Donc il suffit de se rendre sur ton site internet, il y a les contacts, ici on va numéro de téléphone fixe et portable, par email, et donc là ici, sur ton site, toutes les dates y sont, des stages que tu proposes, des cours, il suffit de te contacter. Il y a les horaires des cours, tout ça, mais après on peut aussi me contacter et je réponds. D'accord. Ben voilà, en tout cas, je te remercie d'être passé au Studio pour cette fabuleuse découverte de sculpture, vraiment. Une vraie artiste de chez nous, ardéchoise. En Ardèche pour l'instant. Après, si tu déménages ailleurs, tu seras... On verra bien. J'ai pas trop envie de déménager. Pas pour le moment, en tout cas. C'est pas l'ordre du jour. En tout cas, merci beaucoup. J'espère que vous avez apprécié. Eh bien, si vous avez aimé cette émission, eh bien, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et puis, on se retrouvera peut-être avec d'autres artistes et d'autres conférences. Et puis, au revoir, Nathalie. Au revoir. Merci de m'avoir invité. Au revoir. Merci à toi d'être venu.